dictature communiste, donc paradis du capitalisme le plus cynique, puisqu'on n'y connaît pratiquement ni cotisation sociale, ni pension de retraite, ni droit de grève, de syndicats, ou tout simplement de revendications, ni respect de la propriété industrielle ou de la protection des inventions, brevets, marques, etc. Et qui, de surcroît, subventionnerait les exportations de ces entreprises pour leur faciliter la conquête des marchés extérieurs. C'est ainsi qu'au cours des 30 dernières années, la France a vu disparaître complètement, ou peu s'en faut, son industrie minière, sa sidérurgie, les 4/5 de ses constructions navales, les 3/4 de sa construction métallurgique, ses machines-outils, son industrie textile. Elle est totalement absente de l'optique et de l'électronique grand public. Elle ne fabrique pas une seule chaîne de radio, un seul téléviseur, un seul magnétoscope, un seul appareil photo, une seule caméra, un seul micro-ordinateur, un seul téléphone portable, alors que des millions de ces objets sont chaque année vendus sur son territoire. Enfin, le brassage des capitaux qui est directement à l'origine de la crise financière que nous connaissons. On a parlé de la crise des subprimes, bon, c'est-à-dire une crise du marché hypothécaire, de l'accession à la propriété individuelle aux États-Unis. En quoi, pouvez-vous me dire, mesdames et messieurs, est-ce qu'une crise du marché immobilier américain, du crédit hypothécaire dans l'accession à la propriété privée immobilière aux États-Unis d'Amérique, en quoi est-ce que ça devait menacer de ruiner toutes nos économies, si ce n'est par l'effet du mondialisme, par le principe de la libre circulation des capitaux, parce que les risques que contenaient ces prêts ont été, comme l'on dit, titrisés, ont été répandus sur les marchés mondiaux, et que ces produits toxiques ont, par ondes circulaires, en quelque sorte, contaminé toutes nos finances. Alors, la négation des identités particulières, nationales ou autres, se traduit donc par le passage d'une structure d'organisation internationale à une structure étatique. Et ça, c'est très important. Au début, l'Europe, c'est une organisation internationale. Il y en a d'ailleurs plusieurs. Jean-Yves Le Gallou parlait l'autre jour de la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme, elle n'a pas été élaborée dans le cadre de l'Union européenne. Elle a été élaborée dans le cadre d'une autre organisation internationale, qui est voisine d'ailleurs, parce qu'elle est aussi à Strasbourg, qui s'appelle le Conseil de l'Europe. Donc, il y a plusieurs organisations internationales. Il y a l'ONU, il y a l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation de la navigation maritime internationale, il y a l'Organisation de l'aviation civile internationale, il y en a des quantités. Appartenir à une organisation internationale, en soi, ça n'a rien de répréhensible. Mais là, nous passons avec l'Union européenne de l'organisation internationale au super-État. Et la négation de l'identité française et la construction de ce super-État eurocratique se traduit notamment par le fait que l'on méprise totalement la volonté des peuples. Ceux qui votent mal, entre guillemets, sont invités à revoter jusqu'à ce qu'ils votent bien. Par exemple, le Danemark, à propos du traité de Maastricht, l'Irlande à propos du traité de Lisbonne, ou bien leur vote est contourné, comme le vote français et le vote néerlandais contre la Constitution. Mais moi, j'étais président de groupe parlementaire européen à l'époque. J'ai vu, on était une dizaine autour de la table avec Sarkozy qui mangeait des chips et qui était président, c'était son déjeuner, bon, et qui était président du Conseil européen. Et alors, on lui dit quand même, il dit, mais pourquoi est-ce que vous ne soumettriez pas le traité de Lisbonne au référendum? Ben, il a répondu très clairement, avec une certaine fraîcheur qui fait plaisir d'ailleurs. C'est l'aspect sympathique du personnage. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin il y a celui-là. Il a dit, mais si je soumets au référendum, d'abord, le résultat n'est pas certain. Bon, il est vraisemblable il est très possible que les Français disent non. Donc c'est pas le but. Bon, nous étions sur 10 présidents de groupe, à peu près, nous étions 3 à être, comme l'on dit, eurosceptiques. Bon, par conséquent. Et puis il a dit, puis si je le soumets au référendum, les Anglais vont être obligés de faire la même chose. Par contagion. Et là, il dit, là, le vote est certain. Ils vont refuser le traité. Donc, je ne le soumets pas au référendum. Voilà, c'est clair. Hein. D'ailleurs, quand le refus français a été manifesté clairement
en 2005, Madame Merkel a eu en anglais, pas en allemand, parce qu'elle s'exprimait pour ses homologues, elle a dit très clairement « Let us keep the substance and change the wording ». N'est-ce pas? Conservons la substance et changeons simplement les mots. Bon. Et donc, alors, je voudrais dire avant, encore 10 minutes, Monsieur le Bourreau. À cet égard, je voudrais apporter une précision. Il est fait grief aux nationaux d'être contre l'Europe. Et il serait aussi stupide pour les patriotes d'un pays d'Europe, comme nous le sommes, d'être contre l'Europe, qu'il le serait pour des Africains d'être contre l'Afrique ou des Asiatiques d'être contre l'Asie. À la vérité, nous ne sommes pas contre l'Europe, dans la mesure où nous reconnaissons par-delà l'extrême diversité des caractères nationaux, un certain patrimoine commun au peuple d'Europe. Dans la mesure aussi où, dès lors que le voisinage impose des relations, nous préférons naturellement, nous ne sommes pas tous abrutis, vous savez. Parce qu'on a les réputations d'être des gens au front bas, en faisant tournoyer nos chaînes de vélo autour au crâne rasé, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Dès lors que le voisinage impose des relations, nous préférons, nous aussi, qu'elles soient pacifiques, voire fructueuses, plutôt qu'agressives, voire hostiles. Nous ne sommes donc ni contre l'Europe en tant que réalité géographique, humaine ou culturelle, ni même contre toute forme de coopération européenne. Mais nous sommes résolument contre l'escroquerie qui consiste, sous le couvert de cette coopération, à édifier un super-État destructeur des identités particulières, de nos souverainetés, de nos libertés, sans même édifier un espace véritablement européen. Si on se fondait sur le patrimoine commun des peuples européens, ça nous paraîtrait peut-être chimérique, ça nous paraîtrait peut-être illusoire, mais ça pourrait avoir sa cohérence. Non, ce que l'on veut construire, c'est un espace euromondialiste, ouvert à tous les vents, à tous les flux de personnes, de marchandises, de capitaux, même quand ces personnes sont l'avant-garde d'une colonisation de peuplements venus d'autres continents, d'autres races, d'autres cultures, même quand ces marchandises ont été fabriquées à vil prix par ces nouveaux esclaves des temps modernes, dans quelques pays asiatiques par des ouvriers surexploités ne disposant d'aucun droit social ou syndical, et même quand ces capitaux sont des instruments de domination et de contrôle de ce qui nous reste d'industrie, aux mains de puissances étrangères ou de fortunes anonymes ou vagabondes. En d'autres termes, nous combattons résolument les évolutions criminelles de l'Union européenne, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Ce refus d'un super-État eurocratique, bien éloigné des bénéfiques influences de l'Empire romain, ou même du Saint-Empire romain germanique médiéval, dont le roi de France, d'ailleurs empereur en son royaume, disait-il, le roi de France est empereur en son royaume. Manifestation de souveraineté. Hein. Il prenait un cheval blanc comme l'empereur et il disait, mais moi je suis roi, mais dans mon royaume je suis empereur aussi. Donc on est au même niveau. Ce refus ne nous qualifie pas comme anti-européens. Au contraire, notre attitude est conforme à la vraie tradition européenne, puisque l'Europe est l'espace qui, dans l'histoire de l'humanité, a inventé la liberté et l'égalité des nations. Modèle unique et sans équivalent ailleurs. Ni le modèle chinois traditionnel, avec ses cercles concentriques de subordination au Fils du ciel, ni le modèle islamique du califat, où se confondent pouvoir religieux et politique, ni le modèle marxiste de la domination de la patrie des travailleurs, entre guillemets, sur ces satellites n'offre d'exemple. Comme je l'ai exposé à l'instant, ce modèle européen de nation libre, égale, souveraine et donc indépendante, se gouvernant librement, sans ingérence extérieure, puise ses plus anciennes racines dans les cités grecques, distinguant dans leur ligue et amphictyonie l'hégémone du despotès, c'est-à-dire celui qui exerce en quelque sorte le commandement pour lui-même de celui qui l'exerce en vue du bien commun, pratiquant entre elles l'arbitrage. Il est le fruit des États dotés de cette summa potestas dont je vous parlais, cher